Bonsoir tout le monde et bienvenue donc à la 3e édition de la Paris TestConf. Donc avec vous Farah Chaflouk qui sera donc, je serai votre animatrice pour ce soir et avec moi toute une équipe, que ce soit en backstage ou encore tous nos speakers qui vont nous rejoindre tout au long de la soirée. Donc une 3e édition avec 4 soirées qui débutent aujourd'hui et jusqu'à jeudi de 18h à 21h. Le principe est simple, 3 talks. Donc par soirée, suivi d'une discussion libre sur Discord. Donc si vous n'avez pas encore rejoint notre Discord, joignez-nous. Et puis du coup, on va déjà commencer sûrement avec le premier talk pour ce soir et avec un sujet passionnant. Le sujet étant comment mettre tout le monde d'accord sur la gestion des bugs. Donc, porté par 2 femmes. La première, riche d'une expérience de plus de 8 ans en tant que QA dans le e-commerce. Elle est aujourd'hui et depuis plus de 2 ans lead QA chez Elifen. Et la seconde, après plusieurs expériences et notamment Head of Support chez PrestaShop, elle est depuis 1 an et demi Escalation Manager chez Elifen aussi. Donc, on accueille ensemble Camille et Théa. Bonsoir. 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 Donc Camille et Théa, vous allez nous présenter ce soir comment mettre tout le monde d'accord sur la gestion des bugs. Donc je vais donc vous laisser le stage pour présenter votre talk. Eh ben merci Farah pour l'introduction. On est très contente du coup d'ouvrir le bal de cette présentation aujourd'hui pour cette 3e édition en mettant directement les pieds dans le plat et en parlant des bugs directement. Donc l'idée c'est de vous partager un peu comment nous on a plus ou moins réussi à mettre tout le monde d'accord sur la gestion des bugs. Je vais juste commencer par déjà remercier toute l'organisation de la Paris TestConf d'avoir pris en compte un peu tous nos impératifs et qui fait qu'aujourd'hui voilà on ouvre le bal. Pourquoi on a choisi de présenter ce sujet-là? Il y avait eu récemment sur le Slack de la communauté QA un questionnement. Il disait comment vous gérez les bugs dans vos entreprises, comment on fait pour éviter que ça vienne impacter les devs qui sont sur des projets, etc. J'avais parlé un petit peu de la Fireline, ça avait suscité beaucoup de questions en message direct, mais il se trouve que c'est Théa l'experte du sujet chez nous, donc voilà, j'ai essayé de la rallier un petit peu à la cause et de lui proposer de venir participer à cette conf. Au final, la gestion des bugs, c'est un problème commun à toutes les organisations. On le connaît tous, on s'est tous posé la question, on s'est tous un peu torturé le cerveau de savoir comment gérer ça correctement pour que ça convienne à toutes les équipes. À la fois les équipes support face aux clients, mais aussi les développeurs qui sont aussi dans des projets, les product qui ont envie de voir faire avancer le business, etc. Et nous, du coup, on a notre système de Fireline qui est un système plutôt innovant et qui fonctionne en tout cas chez nous. Donc, on a eu envie de vous le partager. Donc, qui on est? Donc, Farah, tu l'as bien dit. Donc, moi, je suis Camille, je suis lead QA chez Elifen. Je suis Elifen depuis bientôt 3 ans. Et avant ça, effectivement, j'ai une dizaine d'années d'expérience, principalement dans le e-commerce. Je laisse Théa se présenter. Oui, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je m'appelle Théa Charman. Je suis Escalation Manager chez Elifen depuis 2020 et on va voir au long de cette présentation de ce que ça veut dire. Du coup, au programme, moi, je vais vous faire une petite présentation déjà de Elifen, du produit et de l'équipe, de ce que c'est que la QA chez Elifen, histoire de vous donner un petit peu le contexte de qui on est, comment on fonctionne. Théa ensuite prendra la main pour vous parler de la problématique qu'on a eu à résoudre sur la gestion des bugs, qui vous parlera sûrement et qui fera un petit peu écho à toutes nos expériences. Comment on a mis en place la team Fireline et comment elle fonctionne.
On prendra des exemples de comment on gère un bug critique et très critique. Donc, on parlera aussi de notre système de War Room, donc quand c'est l'urgence absolue, hein, comme son nom l'indique. Et on vous partagera quelques feedbacks qu'on a pris des équipes à l'occasion de la préparation de cette présentation. Donc, au niveau des présentations, donc nous, chez Lifen, qui on est, en fait, on souhaite aider l'ensemble des acteurs de l'écosystème de santé à soigner ensemble. Nous, on fait pas de médecine, hein, on fait que des choses techniques on fait de belles choses techniquement. Et en gros, on veut venir aider tout le domaine médical à améliorer la communication, à utiliser les dernières innovations les plus pertinentes. Notre objectif, c'est vraiment de favoriser la communication médicale, améliorer le partage de données de santé, la gestion des patients, que les médecins utilisent les dernières technologies et passent pour tout cet aspect communication et puissent passer plus de temps avec leurs patients. Donc pour ça, on a 2 axes. Le premier, c'est nos applications front utilisées par les professionnels de santé, donc médecins, secrétaires médicales, qui sont l'Ifen Document, l'Ifen Planning et l'Ifen Covid. Donc l'Ifen Document qui permet l'envoi de documents médicaux à des professionnels de santé, mais aussi à des patients, que ce soit par voie électronique ou en voie postaux. Voilà, il y a plein de choses derrière cette application-là. Il y a un système d'intelligence artificielle, etc., qui fait gagner du temps à tout le monde. On a notre application l'Ifen Planning qui permet d'organiser et d'automatiser les plannings de garde au sein d'un service hospitalier, et l'Ifen Covid qui a été développé l'année dernière, comme vous vous en doutez, pour aider les médecins à faire un suivi des patients à distance. Le deuxième axe qu'on développe aujourd'hui, c'est la plateforme, où en gros on veut donner on veut mettre à disposition nos connaissances pour aider les autres solutions de e-santé à s'intégrer facilement dans les établissements de santé. Voilà, de par notre expérience et nos connaissances, on veut les aider, leur faire utiliser toutes nos connaissances. Pour faire tout ça, donc on est une belle équipe, environ 160 employés aujourd'hui, un tout petit peu plus peut-être, créée en 2015. Notre siège est basé à Paris, mais on est en remote un petit peu dans toute la France également. J'ai fait un petit focus pour vous donner une idée. Côté tech, on est 53, dont 13 femmes. Voilà, c'était important pour Théa et moi qui sommes là, 2 femmes. Côté technique, de mettre un petit peu en avant ce côté-là. On a 24% de femmes côté technique. On a 14 personnes côté produit, 8 côté market, côté sales et ops 57, donc cette partie-là comprend l'équipe support, et IT Finance RH 18, donc vous voyez les proportions de femmes également, hein. Il me paraissait important de souligner. Niveau organisation des équipes et des applications, on a aujourd'hui 6 mission teams. Donc nous, on appelle ça des mission teams, comme on peut appeler ça dans les feature teams dans d'autres organisations. Chez nous, c'est des mission teams et on gère une 30aine d'applications. Donc c'est pas une 30aine d'applications déployées tous les jours. Elles ont des tailles assez différentes les unes des autres, mais voilà, on en a pas mal. Au niveau de notre gestion de projet, donc on n'est pas sur des scrums classiques. Nous, on utilise ShapeUp, qui est une méthode mise en avant par Basecamp. Je vous ai mis le lien vers le livre là en bas. En gros, dans les très très grandes lignes, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, ShapeUp, c'est quoi? En fait, les products des mission teams vont lister des shapes. Donc un shape, c'est un gros projet qui lui semble important et prioritaire par rapport aux OKR de l'entreprise. Donc, ils vont lister un ensemble de shapes. Toutes les 8 semaines aura lieu ce qu'on appelle une betting table, où les shapes seront présentés au COMEX. Le COMEX votera ensuite pour dire, voilà, sur les 8 prochaines semaines, on est d'accord pour que l'équipe travaille sur tel ou tel shape, tel ou tel projet. On travaille donc sur des cycles de 8 semaines. Sur ces 8 semaines, il y a 6 semaines de build. Donc, c'est on prend le shape, donc le projet, on le dérisque, on le conceptionne avec l'équipe archi, l'équipe sécurité, la QA, le produit, les devs. On le développe, on le teste, on le met en production. Et à la fin de 6 semaines de build qui sont très concentrées sur ce projet, on a 2 semaines de cooldown. Donc le cooldown, ça ne veut pas dire que on est très très cool. Ça signifie simplement que on laisse 2 semaines
pour que les équipes techniques puissent pousser leur sujet aussi, des choses qu'ils auront vues au cours du build, du refacto, du monitoring ou n'importe quel autre sujet, faire un POC sur un projet ou peu importe. Voilà, pendant ces semaines de cooldown, ce sont des sujets qui émergent de l'équipe technique. Et en fin du cycle, donc des 8 semaines, il y a une grosse démo de toutes les équipes sur ce qui a été fait pendant le cycle. Et vous allez me dire du coup pour le reste, quand c'est pas des gros projets et qu'on peut pas attendre 6 semaines pour faire quelque chose, il y a deux notions. Il y a la partie ce qu'on appelle nous petit build, qui sont les petites features, les toutes petites modifs qui est géré par l'équipe pendant le cycle. Donc on a le product, souvent il y a un développeur dans l'équipe qui est un peu dédié à ce petit build et voilà, on travaille un petit peu au jour le jour, on se réunit en tres amigos, des choses comme ça pour faire avancer ces sujets. Et il y a toute la partie run, donc qui comprend donc la gestion des bugs qui est gérée via la Fireline, donc on y arrive. Pour ce qui est de la QA chez Lifen aujourd'hui, c'est une équipe qui est en complète construction. Donc je vous disais tout à l'heure, on a 6 mission teams. La QA est faite en service team. Donc tous les QA sont dans la même équipe, l'idée par le lead QA. Mais chaque QA de la service team est ensuite intégré dans une mission team comme un membre à part entière. Voilà un petit schéma qui l'explique. Je sais pas encore, c'est pas la réalité, mais voilà, c'est un peu l'idée. L'idée de cette équipe, c'est qu'on ait des profils un peu différents. On a différencié QA Automation Engineer et QA Engineer. Automation Engineer pour un profil un peu plus technique, plus orienté automatisation de tests, QA Engineer pour des sujets un peu plus fonctionnels. Donc voilà, l'idée c'est d'être pluridisciplinaire, de s'apporter des choses et surtout, en fait, d'avoir la bonne personne avec les bonnes compétences pour la mission team dans laquelle il va être intégré. S'il est intégré maintenant dans la mission team 1, il peut très bien changer d'équipe 6 mois plus tard si les besoins changent. Voilà, c'est un peu l'idée d'être flexible selon les besoins de toutes les équipes. Donc aujourd'hui, on n'est que 3 QA chez Lifen. Dans les prochaines semaines, on a 2 personnes qui arrivent. La petite pub, c'est qu'on a un poste ouvert pour un poste de QA Automation Engineer pour la team API et plus encore pour les prochaines années. Si ce soir on vous parle de comment on gère les bugs, c'est qu'on a quand même pas des bugs et des difficultés, peut-être niveau qualité. On les explique parce que déjà on n'a pas de QA dans toutes les mission teams ou alors pas assez selon les besoins. Par conséquent, tous les sujets QA ne sont pas uniformes au sein de toutes les équipes. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de shift left testing, automatisation de test, de process de release management vraiment défini dans toutes les équipes. Voilà, c'est pas uniforme et donc forcément ça pose un peu quelques trous dans la raquette. Et évidemment, on a toujours des bugs en fait, parce que quand même il y aurait autant de QA que de dev, il y aurait quand même toujours des bugs qui sont difficiles à prévoir. Et c'est le cas notamment chez Lifen dans le contexte où on est face à un système de santé assez complexe. C'est pas forcément évident de se mettre à la place de l'utilisateur parce que nos utilisateurs ils sont médecins, secrétaires médicales. C'est pas comme se mettre à la place d'un utilisateur d'un site e-commerce où voilà, on sait tous comment acheter sur un site et comment payer. Là voilà, on sait pas forcément tous les usages. On fait aussi face à des setups très particuliers, des vieux systèmes d'information, des utilisateurs qui sont pas technophiles du tout, qui sont sur des très vieilles machines ou des vieux OS, etc. Voilà, c'est pas toujours très simple. Et surtout, il y a une connexion avec les autres outils que les professionnels de santé utilisent à gérer. Voilà, s'ils ont un logiciel pour gérer leurs patients et qu'à partir de là, ils souhaitent faire de l'envoi patient, il faudrait qu'on arrive à se connecter et que voilà, les deux fonctionnent ensemble. Donc on a des difficultés, on a des bugs et on a donc eu des problématiques sur comment les gérer correctement pour que ça satisfasse tout le monde, comme je disais aussi bien au niveau du support pour pouvoir répondre rapidement aux clients, mais au niveau des développeurs où ça les dérange pas que le produit. Et donc pour la suite, je laisse la main à Théa. Merci Camille. Donc, afin de mieux comprendre la problématique des gestions de bugs, je vous propose de commencer par regarder un peu la communication au sein d'une startup.
Au début, comme vous pouvez voir à gauche, la communication est assez simple. On est peu nombreux, on se connaît bien et on se parle. Il est très facile d'identifier le responsable d'un sujet et souvent, il n'y a qu'un seul expert par sujet. Avec le temps, comme vous pouvez le voir à droite, ça devient plus complexe. Vous ne connaissez plus forcément tout le monde. Il y a plusieurs responsables par sujet, des anciens partent, des nouveaux collaborateurs arrivent. Donc sur le prochain slide. Merci. Une façon très facile et connue, efficace, comment organiser ou structurer une entreprise et la création de pôles, équipes, groupes de travail. Comme dit déjà Camille, chez Lifen, on parle de mission team. Sur la slide, vous pouvez voir 3 mission teams en bleu, vert et rouge. En blanc, en bas, vous voyez ça représente les membres des équipes non-tech, par exemple les Key Account Managers, les Sales et le support client aussi qui vont contacter les équipes tech. Avant mon arrivée chez Lifen, la gestion de bugs ou le run était géré par l'équipe. Donc, un membre d'une équipe gérait toutes les demandes entrantes. Sur le slide, c'est le Lifener en bleu foncé, vert foncé ou rouge foncé. Au sein d'une équipe, ça fonctionnait très bien parce que tout le monde savait qui était en charge des bugs. Mais pour les personnes à l'extérieur, c'était plus difficile parce que le planning n'était pas forcément partagé ou accessible. Après, on ne connaît pas tout le monde, donc on a tendance à contacter la personne qu'on connaît déjà, qui a déjà réglé un problème auparavant. Et vous ne pouvez pas savoir non plus si votre collègue a passé ou formulé la même demande peu de temps avant. Si vous ne connaissez pas forcément le responsable ou la thématique de votre problème, vous êtes obligé de gérer le suivi vous-même et d'aller voir plusieurs personnes ou plusieurs équipes. Donc, cela peut faire perdre beaucoup de temps à beaucoup de personnes. En 2020, un nouveau rôle a créé au sein de Lifen, celui d'Escalation Manager, donc mon rôle. Sur la slide, c'est le bonhomme en jaune-orange. Le rôle de l'Escalation Manager est de fluidifier les échanges entre les équipes tech et non-tech en priorisant et suivant les bugs remontés de leur création jusqu'à la résolution. Au début, le run restait organisé par équipe, mais les problèmes liés à cette organisation déjà mentionnés restaient les mêmes. C'est pourquoi une nouvelle organisation du run a été introduite, cette fameuse Fireline. Donc, comment fonctionne cette Fireline? Chaque équipe qui participe à la Fireline envoie un membre pour une durée minimale d'1 semaine. Cette durée de la mission n'est pas fixe et permet aux équipes de s'organiser selon leur structure ou projet en cours. Donc, ça permet aux équipes de se concentrer sur la build sans interruption. Ce qui est important à noter, c'est pendant la mission Fireline, les membres de l'équipe restent sous la responsabilité de leur manager respectif. On va regarder un peu plus près l'organisation de la Fireline, notamment le rôle de l'Escalation Manager. Son rôle est de centraliser et qualifier les demandes pour les membres de la Fireline. Moi, personnellement, je n'ai pas un profil tech, je suis traductrice de formation. L'inconvénient de ce profil est que les investigations restent limitées. Je ne vais pas aller regarder et régler les problèmes moi-même. Mais l'avantage est toujours que je ne vais jamais raconter à un développeur ou à un QA comment faire son travail. Après 16 ans passés en France, maintenant je parle couramment dev, infra et sales, donc je garde un peu mon rôle de traductrice. Le next step pour moi, c'est le Marseillais. C'est pour 2021. À droite, vous pouvez voir le développeur Fireline.
il n'est pas obligé de gérer tous les problèmes lui-même, tout seul. Il peut bien évidemment faire appel à son équipe, poser des questions, ainsi que de dispatcher les demandes. Par exemple, si un expert existe dans l'équipe sur un sujet en particulier, et c'est plus efficace de dispatcher. En revanche, il reste toujours le point de contact de l'Escalation Manager et il est aussi responsable de la passation à la fin de sa mission à son remplaçant. Je viens de parler de demandes à la Fireline qui sont toujours des cartes Jira. Donc, continuons par regarder un peu la communication sur la communication dans la Fireline. Pour la communication, nous avons décidé d'utiliser les outils existants de Lifen. Je suis convaincue qu'un nouvel outil ne réglera pas les problèmes tout seul. C'est l'utilisation d'un outil qui va vous permettre de faire ça. Donc, pour les weekly et daily, nous avons décidé de faire ça sur Zoom en visu. Ça permet de se voir parce que pas forcément tous les membres de la Fireline se connaissent ou ont déjà travaillé ensemble. Pendant le confinement, c'était aussi un plus de se voir et parler à quelqu'un. Sur Slack, pour la communication au quotidien, nous avons un channel Fireline dédié et une équipe Team Fireline. Ça permet de rejoindre l'équipe en cas d'urgence très rapidement. Slack, c'est bien pour la communication, mais les demandes et les bugs passent toujours par Jira. Si pas de pas de chocolat, si vous n'avez pas créé de carte Jira, la demande ne sera pas prise en compte. Afin de facilement identifier toutes les demandes de la Fireline, les cartes sont simplement taguées. Il y a le tag Fireline qui permet de savoir qu'une carte est identifiée pour la Fireline. Après, il y a des tags plus précis comme par exemple Fireline _ nom de la mission team qui permet de savoir quelle équipe travaille dessus, ainsi que Fireline _ run qui permet de savoir si une carte a été sélectionnée pour le run en cours ou pas. Un backlog existe et peut par exemple être utilisé pour les améliorations ou les tâches moins urgentes. Après, on utilise aussi Notion pour les CR, les comptes rendus du weekly et la documentation du process. Donc maintenant, on sait comment on se parle dans la Fireline, comment on communique, mais qu'est-ce qu'on peut demander à la Fireline, quel type de demandes sont pris en charge. Bien évidemment, on parle des bugs et on traite des bugs dans la Fireline. Je pense que pas besoin d'expliquer plus. C'est un comportement attendu qui ne correspond pas au comportement spécifié. La seule chose qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'il s'agit uniquement des bugs d'un projet ou d'une feature terminée et déployée en production. Sinon, si c'est un problème sur le build, c'est pris en charge par l'équipe qui travaille sur le build. La Team Fireline gère aussi les demandes d'assistance. Je me suis dit comment les définir. En fait, souvent, une demande d'assistance commence par « est-ce que c'est normal que ?» et ensuite, on peut trouver un bug derrière, mais parfois, c'est juste une mauvaise compréhension d'une feature ou la limite d'une feature. Après, très important, les incidents. Comme la gestion des incidents est très important, on va regarder cela un peu plus en détail dans la prochaine slide aussi. Les fixes sécurité, on aurait pu les ranger en dessous des bugs. C'est une demande qui vient de notre équipe sécurité. On les tag séparément pour les identifier plus tard et faire un reporting dessus. Last but not least, dès que vous avez ou la Fireline a traité toutes les bugs en cours, il y a les améliorations qui sont sélectionnées pour réduire les bugs, les demandes d'assistance, les incidents et les fixes de sécurité. Donc, on vient de parler d'incidents. Comment sont-ils pris en charge? Je trouve le moyen le plus simple de comprendre la criticité d'un bug, c'est de regarder les deux extrêmes.
c'est très facile à comprendre. Il n'y a rien qui va plus. Aucun utilisateur peut se connecter à l'application Lifen, par exemple, et l'utiliser correctement. C'est la criticité highest. Après, il y a un pixel travers quelque part sur un bouton, c'est du lowest. Donc, entre les deux extrêmes, nous avons les bugs high et medium. High veut dire que une fonctionnalité importante est bloquée ou un client important est impacté par une demande. Medium veut dire qu'un problème existe, mais un contournement est possible. Très forcément dit. Donc, regardons le plus grand problème ou les plus grands problèmes, les demandes qui arrivent en highest. Dès que nous constatons cette situation, une war room est ouverte. Une war room est un channel Slack dédié à la communication sur ces incidents. Et cela permet de contacter les stakeholders business et tech très rapidement, en faisant simplement appel à des groupes Slack, et de suivre l'incident jusqu'à la résolution. Notre groupe Fireline permet de faire appel à la Fireline très rapidement. Parfois, l'origine d'un problème est directement connue et on sait par exemple que vous avez fait une mise en prod et vous tout cassé, ben, c'était probablement vous. Donc, c'est aussi la personne qui a créé le problème qui va le prendre rapidement en charge. Mais si c'est pas le cas, la Fireline peut travailler ensemble pour identifier le problème et résoudre le souci au plus vite. Et bon, je pense que c'est clair que la bonne identification de la criticité d'un bug permet de débloquer des ressources nécessaires et pour la résolution, ainsi aussi de gérer les attentes en termes de résolution d'un bug. Voilà, je vous ai ajouté un planning de la Fireline parce que je tiens à souligner que c'est vraiment l'équipe qui fait le planning. Chaque mission team gère son propre planning et peut aussi choisir comment s'organiser. Je ne sais pas s'ils font ça par un Shifumi ou autrement, mais ils décident eux-mêmes. Aujourd'hui, on a souvent un roulement toutes les 2 semaines parce que ça permet de gérer des cas un peu plus complexes et de suivre la mise en prod d'une correction. Si vous avez un roulement toutes les semaines, vous avez beaucoup de temps qui est passé avec la transmission. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur une organisation qui nous montrait dans la team B et C. Après, sur la prochaine slide, je vous ai listé quelques... Ah non, c'est toi. Ah, pardon. Ouais. C'est toi. Moi, je fais juste le pont avec le rôle de la QA parce que là, on parle du fait qu'il y ait des développeurs, donc des développeurs de Mission Team qui vont faire des passages en équipe Fireline. Aujourd'hui, on n'a pas de QA dédié à l'équipe Fireline. Enfin, pour l'instant, pas encore parce qu'on n'est pas assez nombreux. En gros, chaque Fireliner, comme on l'appelle, il gère le fixe et ensuite sa mise en production selon le fonctionnement et le release management de sa Mission Team. En gros, il prend le sujet et après, ça devient, voilà, ça prend le flux normal de sa mission team. S'il y a un QA dans la mission team, évidemment, le Fireliner, il travaille étroitement avec lui, également avec le QA pour tester le fixe et le mettre en prod comme leur fonctionnement normal. Et de manière générale, les QA gardent toujours un œil sur le flux entrant des cartes bugs. Donc, on a un channel Slack où on voit toutes les nouvelles cartes bugs. On garde un œil dessus parce que d'une part, il peut aider à identifier plus rapidement le bug par ses connaissances métiers, mais surtout quand on fait des mises en production, on garde un œil dessus parce que voilà, il y a peut-être des mots clés qui vont ressurgir et qui vont nous dire ça ressemble à ma mise en production, j'ai peut-être mon nez à mettre dedans. Voilà. Voilà, je viens juste voir une question de Benjamin à droite, donc je vais peut-être répondre à ça. Il pose la question, quelles compétences cela nécessite-t-il pour être dans la Fireline? Comment la team s'adapte à cela? Donc, j'avais listé ça ici sur les do's and don'ts de la Fireline. Par exemple, vous pouvez très bien mettre un junior ou un nouvel arrivant dans la Fireline. Mais dans ce cas, je vous conseille vivement de mettre en place un accompagnement, par exemple un daily ou un autre type d'accompagnement. Donc, du coup, il faudrait plutôt compter
1,2 à 1,5 personnes dans la Fireline selon l'expérience de votre petit nouveau. Après, pour une mise en place, si vous souhaitez tenter l'expérience Fireline chez vous, n'hésitez pas à commencer avec les équipes les plus sollicitées par les bugs. Et même si c'est une seule équipe, vous pouvez toujours ajouter plus de personnes après. Ajuster aussi le fonctionnement si besoin. Par exemple, notre mission team intelligence artificielle ne participe pas au weekly ou daily, mais nous avons gardé la priorisation des cartes Jira de la Fireline et ça fonctionne très bien comme ça. Après, oui, juste petit point d'attention. Ne prenez pas les décisions produits. Si c'est du build, c'est d'abord pour la team produit. Donc, pas tout est géré dans la Fireline. Du coup, je reprends la main pour prendre un peu des exemples de gestion des bugs. Ouh. Donc, on a déjà les bugs height pour commencer. Donc, en gros, un bug height pour nous, je prends un exemple de contexte. On a plusieurs utilisateurs qui remontent un dysfonctionnement dans une fonctionnalité de notre application d'envoi de documents. Donc, en gros, voilà, ils peuvent plus grouper des documents. Ils commencent à contacter le support, que ce soit par le chat ou par téléphone. Donc le support, comme l'a dit Théa, pas de carte Jira, pas de chocolat. Donc le support crée une carte Jira par remontée où ils expliquent bien quel est le problème, avec aussi les informations utilisateurs, de sorte à pouvoir les recontacter si on a besoin, par exemple, si on n'arrive pas à reproduire le problème et on a besoin de faire un partage d'écran avec un utilisateur pour essayer de débugger, etc. Théa relie toutes les cartes entre elles. Quand voilà, c'est elle qui identifie que le problème me semble être similaire, elle les relie entre elles pour un meilleur suivi. Du coup, Théa, elle attribue les cartes au Firelab pour le coup. On sait que c'est une fonctionnalité de l'application d'envoi de documents qui a un problème. Donc voilà, de ce premier instinct, on va dire, elle va se dire bon je l'attribue au Fireliner en charge de l'application d'envoi de documents. Ici un dev front et l'informe de sa priorité. Voilà, s'il y avait un autre sujet en cours ou quoi, est-ce qu'il est pris prioritaire ou moins. Voilà, c'est un peu elle qui gère avec ce dev là. Donc lui, il investigue le bug, mais par exemple, il constate que quand on essaie de grouper un document, il y a une erreur de l'API en fait, et c'est ça qui provoque le bug. Donc là, on est à un stade où potentiellement le dev front, il sait pas vraiment si son bug il vient de l'application front ou il vient de l'API. Et c'est là tout l'intérêt de la Fireline parce qu'il va pouvoir taper sur l'épaule de son petit copain dev Fireline API pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils identifient ensemble l'origine du bug, voir si ça vient d'un changement côté API, si ça vient d'un changement côté application front. C'est vraiment là l'idée de dire parce qu'ils étaient en Fireline, ces deux-là, le dev front lui il est dispo immédiatement pour investiguer le bug et il peut déranger un développeur spécialiste API sans le déranger non plus dans son projet en cours. Donc ils travaillent ensemble pour identifier, fixer, mettre en prod, etc. Et quand le fixe est en production, donc Théa ferme toutes les cartes Jira et dans les cartes, elle partage du coup l'information avec le support ou tous ceux qui ont remonté le problème afin que eux puissent ensuite informer les utilisateurs qui avaient remonté le problème de dire voilà c'est corrigé, vous pouvez vérifier ou merci de nous recontacter s'il y a un problème. Dans le cas du bug un peu plus important, qui nécessite du coup l'ouverture d'une war room, donc là, le contexte qu'on prend, c'est là pour nous dans le contexte de l'IFEN, imaginons voilà, on a plusieurs utilisateurs d'un CHU en particulier qui contactent le support parce qu'ils ont une page de chargement infinie à l'ouverture de l'application. Donc là, ils sont bloqués de chez bloqués, ils peuvent pas rien faire sur l'app. Donc de la même manière, le support remonte via des cartes Jira, mais aussi via Slack. Hein, on va pas se mentir, il y a aussi des pings qui arrivent parfois un petit peu de partout, surtout dans ce contexte-là, quand il y a une petite urgence. Mais il y a quand même une gestion via Jira, pareil pour loguer aussi les utilisateurs, etc. Donc là, c'est Théa en tant qu'escalation manager qui décide de l'ouverture de la war room. Voilà, c'est elle qui va juger de se dire bon voilà, on a des utilisateurs bloqués de chez bloqués. On en a combien? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est tout un CHU ou tout un service? Enfin voilà, elle va juger elle-même. Et donc l'ouverture d'une war room. Donc pour la war room, on a un channel Slack dédié où elle va faire un message, dire voilà, j'ouvre une war room, c'est tel problème qui se passe.
Ça concerne le CHU de Trucmuche. Elle va pinguer du coup ce qu'on appelle les warriors, qui sont tous les tech leads, vraiment tous les tech leads de toutes les équipes, et les business warriors qui sont tous les business leads finalement, ceux qui sont les leads qui sont en frontal, on va dire, avec nos utilisateurs, que ce soit voilà, au support, aux produits, au product marketing, etc. À partir de là, c'est Théa qui coordonne toutes les communications. Donc voilà, elle fait en sorte que les échanges aient lieu à un seul et même endroit sur cette war room, qu'il n'y ait pas des threads un peu partout dans plusieurs channels Slack, qu'on ping l'équipe A, l'équipe B, qu'on n'arrive pas à regrouper des informations, etc. Là voilà, elle fait en sorte que tout se passe au même endroit. Bien souvent, à ce moment-là, on lance un Zoom en fait pour que tout le monde se retrouve dans une même pièce virtuellement, on va dire, et se parle plutôt que de s'écrire et que ça parte dans tous les sens. Elle coordonne à la fois la communication côté tech, donc s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge le sujet, et aussi, enfin quelqu'un, une ou plusieurs, hein, comme on l'a vu avant, voilà, ça peut être, voilà, il faut parfois le temps pour identifier si le problème vient du front, vient de ci, vient de ça. Et aussi coordonner la communication côté business, parce que dans ces cas-là, si on sait qu'il y a un blocage sur tout le CHU, on va voir avec le product manager marketing pour faire une communication un peu proactive, de dire bon voilà, on sait qu'il y a un problème, on est dessus et on vous dira quand ce sera résolu. Et si on s'est donné plus d'informations, on les donne, c'est pas toujours le cas, mais on fait au mieux pour la communication en tout cas. Et enfin, quand le fixe est en production et qu'on s'est assuré que nos utilisateurs étaient débloqués, voilà, on annonce la fermeture de la war room et on rédige un post-mortem. Donc voilà, c'est un peu triste dit comme ça, mais voilà, l'idée c'est de revenir sur ce qui s'est passé, pourquoi on a eu le problème, combien de temps on a mis à le résoudre aussi. On fait une timeline assez précise pour comprendre combien de temps on a mis à trouver le problème, et pour revenir au cours du post-mortem, en fait, on réfléchit à ce qui s'est mal passé techniquement, mais aussi à ce que organisationnellement ça s'est bien passé au niveau de la communication au sein de l'IFN, mais aussi par rapport à nos utilisateurs. Du coup, pour la préparation de cette conf, on a partagé un formulaire à tout l'IFN. J'ai mis le feedback des Fireliners, mais c'est faux. On a récupéré un peu des feedbacks de tout le monde. On s'est dit, ça pourrait être bien de mettre quelques citations des vrais, parce que nous, on présente ça, on dit que ça fonctionne, etc. Mais est-ce qu'on vous raconte pas n'importe quoi? Eh bien, a priori, non. Je vous raconte pas n'importe quoi. Je vous ai mis plusieurs citations. Donc, j'ai pris des citations de product managers, de développeurs qui sont pas régulièrement en Fireline, de ceux qui sont en Fireline régulièrement, du support. En gros, ce qui est beaucoup remonté, c'est que ça libère du temps de focus sur le build finalement, parce que les devs qui disent là ils sont en build et en fait ils entendent pas beaucoup parler des soucis de run, ou alors de très loin si vraiment ils sont appelés en renfort sur un sujet, mais ils peuvent se concentrer sur le build. Et voilà, ils sont pas dérangés sans arrêt de se dire tiens, il faudrait investiguer ceci ou cela. Voilà, ils savent qu'ils ont leurs collègues dédiés à ça. Et comme c'est sur des durées assez courtes, finalement, c'est 1 ou 2 semaines selon les équipes. Voilà, le dev en Fireline, il sait qu'il est 2 semaines dessus, qu'après il reviendra à son projet, il pourra se focus dessus, il sera plus embêté par les bugs. Il y en a un qui cite et qui dit qu'il est plus exposé au stress des bugs urgents. Donc voilà, c'est quand même une pression en moins quand on fait des projets. Qu'on améliore la communication avec les autres équipes aussi. Voilà, c'est comme dit, c'est plus facile quand toutes les équipes sont finalement réunies au sein d'une même équipe. C'est plus simple de se dire, je sais que je vais pas l'embêter lui dans cette équipe-là parce qu'il était dédié à ça. J'ai mis là surtout en avant un retour du support parce que je trouve qu'il est vraiment très parlant et que pour moi ça explique bien pourquoi est-ce que ce fonctionnement est très utile à tout l'IFN finalement. C'est que dans un premier temps, eux, ça leur permet d'avoir une réponse rapide à donner aux clients, de dire oui, le sujet est pris en main. Souvent, voilà, on a une petite idée, on sait un peu dire que le fixe va arriver, même si parfois il met un peu plus de temps que prévu, mais au moins voilà, il y a des informations. Le support est pas là à créer une carte et attendre que ça se passe. C'est pris en charge. Et visiblement, les utilisateurs soulignent rapidement la réactivité des équipes. Donc, voilà, il y a des chances que la Fireline y soit pour beaucoup. Et j'ai mis quelques citations à destination de Théa, parce qu'effectivement, je crois que je viens de voir
c'est un message qui dit « Ça doit être fatigant pour Gia d'été les incidents de prod tout le temps, non ?» Alors, je pense qu'on n'a pas des incidents de prod tous les 4 matins non plus. Mais non, c'est tout ensemble. C'est pour ça que j'ai mis ces citations, parce qu'on sait tous que les bugs, c'est pas très drôle, et Théa, c'est son quotidien. Et pourtant, les retours de l'équipe sont vraiment super. Donc, voilà, bravo Théa. Merci. Donc, bon. Donc Thomas, c'est pas tout le temps les incidents chez nous. Ça va. On se porte bien. Ouais, non, les war rooms, c'est pas tous les jours. Hein. On s'amuse pas autant quand même. Du coup, en conclusion, on voulait juste vous dire que pour nous, c'est un système qui nous convient, mais que c'est évidemment à adapter selon l'organisation de vos équipes. Et comme toute organisation d'équipe, ça va faire évoluer dans le temps et selon les besoins. Comme disait Théa, on peut commencer avec une équipe, celle la plus sollicitée, petit à petit intégrer d'autres équipes. Enfin, là, c'est vraiment faire selon les besoins. Et pour donner un exemple, j'ai mis un lien vers l'article en fait qui était à l'origine de nos réflexions sur la Fairline et de sa mise en place. Dans l'article, ils disent par exemple que le dev en Fairline, il est directement au support. Donc c'est lui qui prend directement les calls des utilisateurs, etc. Nous, on a gardé les deux métiers bien distincts. Donc voilà, comme dans tout fonctionnement, il faut prendre ce qui est bon à prendre et adapter selon les besoins de chacun. Et du coup, je termine juste par la petite page de pub pour dire que chez Lifen, on vit de belles levées de fonds, notamment la semaine dernière et l'année dernière, de 50 millions d'euros. Donc voilà, il y a 200 recrutements prévus sur les 18 prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce lien-là. Et je rappelle, en QA, on a un poste bien ouvert. Et on peut laisser la place du coup pour les questions. Merci beaucoup du coup Camille et Théa. Je vois que nous avons pas mal de questions, notamment une première du coup de Benjamin. Donc la question nous dit comment cela se passe concrètement un betting table? Ok, alors j'ai vu qu'il y avait eu 2-3 questions sur ShapeUp précisément. On va éviter d'entrer trop dans les détails parce que ça peut être un peu, ça pourrait faire l'objet d'une phrase bien spécifique. D'ailleurs, on peut en trouver pas mal sur Internet, notamment où Lifen a participé, parce que c'est quand même fondamentalement différent de, par exemple, les méthodes Scrum qu'on a tous l'habitude de connaître. Mais concrètement, une betting table, les products. Donc, on préparait leur shape, leur projet. Donc, c'est une note, Notion, une documentation, quoi, où ils disent, voilà, on veut rajouter telle fonctionnalité sur notre application, comment on veut le faire, qu'est-ce qu'on a besoin, etc., comment ça va s'afficher. Donc, eux, ils préparent toutes ces notes-là. Et le jour de la betting table, donc cette réunion, les products, tout le monde présente ses projets, ses shapes. Et le COMEX, en fait, c'est eux. Alors, normalement, techniquement, oui, c'est eux qui vont décider de dire, voilà, on va travailler sur tel et tel sujet sur les 8 prochaines semaines. Dans la réalité, les products vont pas travailler sur 5 sujets si on sait qu'en fait on va en engager que un. Donc dans les faits, ils sont pas là à présenter 10 sujets pour qu'on en fasse que 2 derrière. Donc il y a généralement peu de différence entre les shapes présentés et les shapes engagés. Mais ce système de betting table, c'était surtout pour améliorer en fait la communication, la roadmap au sein de Lifen, pour partager, pour que tout le monde soit ok de dire, que les sales, que les produits, que tout le monde sache que sur les 8 prochaines semaines, on va travailler sur ça et on est tous ok avec ça. Et il y aura pas le business qui dira ah ouais mais moi attendez, je voulais pas qu'on fasse ça, je voulais qu'on fasse autre chose ou quoi. Voilà, c'est une façon d'acter qu'on est tous d'accord de travailler là-dessus. Super intéressant. Merci beaucoup. Réponse ultra claire. On a une deuxième question qui est en fait du coup de Daphné. Comment arrivez-vous à faire prioriser le debug vs la nouveauté? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose actuellement, en tout cas tout QA, product, support, quand on a ce genre de problématique que vous avez présenté aujourd'hui. Comment vous faites du coup chez Lifen sur ce sujet-là? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Donc, des bugs, c'est-à-dire la prise en charge des bugs existants depuis un moment, et la nouveauté, un problème qui arrive sur une feature qui vient d'être release. J'imagine, oui. Je pense que c'est le sens de la question.
Daphné nous dit oui. Donc, pour moi, c'est très facilement le nombre d'utilisateurs impactés. Et après aussi la priorité qui est donnée à cette nouveauté. Si c'est une feature révolutionnaire qui est implémentée dans beaucoup de CH en France, on va mettre plus d'énergie là-dessus que si c'est le debug pour un utilisateur ou 2 utilisateurs en production. Très clair. Moi, j'avais noté également une question. Parce que par rapport à cette priorisation, j'ai vu qu'à un moment donné, vous avez parlé par rapport aux bugs critiques et aux SLA. Et je me posais la question si vous aviez des SLO typiquement internes qui sont pour ces équipes du coup qui sont mobilisées pour qu'ils puissent agir, on va dire, dans des temps impartis. Et on est en train de mettre ça en place et ça s'oriente très facilement sur les SLA en prod au support. Parce qu'en fait, en général, c'est un problème remonté par un client, donc du coup, ça doit bien rentrer dans les SLA du support. D'accord. J'imagine bien, on a déjà fait l'exercice, en tout cas dans des expériences précédentes. Moi, j'ai déjà fait l'exercice et c'est ultra intéressant de voir les choses comme ça, en effet. On a une autre question qui nous arrive de Benjamin. Donc, quelle est la fréquence des mises en production? Et ces mises en production mélangent-elles fixe et nouveauté? Donc, j'imagine fixe et nouvelle feature. Je ne saurais pas dire la fréquence des mises en prod parce que, comme je disais, on a une trentaine d'applications gérées par toutes les mission types. Donc, je ne saurais pas dire combien elles mises en production par jour selon les applications, etc. En tous les cas, oui, elles mélangent fixe et nouveauté, je pense, dans 100% des cas. Voilà. En tout cas, la fréquence, c'est quotidienne. Hein. Il y a des mises en production tous les jours sur tous les sujets. Je crois qu'on a perdu Farah. Je ne sais pas si c'était voulu. On continue. C'est pas grave, on saura vraiment saisir les questions. Je m'excuse. Je pense que petite mauvaise manip du direct, des aléas du direct. Donc oui, on passe à la question d'après. Je disais donc Fazer nous pose la question pour la gestion de la D-technique, optimisation, refactoring. Vous passez par des feature teams dédiés ou c'est ce que font les devs pendant du coup le cooldown? Bah, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit, souvent le dev qui est en Fireline, comme il y a quand même pas des bugs en continu non plus tout le temps, parfois voilà, il a un peu de temps libre et au lieu d'aller mettre son nez un petit peu dans un projet qui finalement il peut s'arrêter en cours de route parce qu'il y a un bug qui arrive, etc. Bah, il va prendre le temps pour faire un peu de refacto ou surtout améliorer le monitoring. Ouais, il va se dire, quand j'ai investigué tel bug, il me manquait des logs à tel endroit, etc. Donc je vais passer du temps là-dessus, donc il va en faire un peu pendant sa période de Fireline. Et par contre, sinon pour le reste, il y a deux aspects. Il y a le côté où c'est évidemment intégré dans les phases de build. Hein. C'est pas parce que voilà, on se lance tête dans le guidon dans un projet et qu'il y a une demande business qu'on va faire tout bêtement et avancer tête baissée. C'est aussi le rôle des tech leads de dire bah ok, on se lance dans ce projet-là en build. Mais attention parce que il faut prendre en compte un gros refacto de cette partie de code parce que c'est important voilà, pour que ça tienne la route pour la suite. Donc, il y a une partie de refacto qui est prise en compte dans le build. Et après, c'est beaucoup en cooldown. Le cooldown est fait pour... le cooldown, c'est vraiment toi, développeur, les 6 dernières semaines, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça m'a embêté, que ce soit du refacto, du code qu'il comprenait pas, ou du monitoring qui manquait, ou quelque chose qu'il a pas pris le temps de faire. Voilà, c'est plus souvent ça que des POC finalement sur de nouvelles choses, mais... Donc, c'est un peu étalé un peu partout. Un peu de tout. Très clair. Moi, j'avais également une autre question par curiosité. Comme du coup, ces équipes-là, pendant les incidents, ils sont par rapport aux semaines. Je me posais comment ça se passait pendant les horaires du coup du non-travail, typiquement les week-ends, les soirs. Comment ça se passait? Pour l'instant, nous n'avons pas d'astreinte sur toutes les teams en production parce que nos utilisateurs, la plupart de nos utilisateurs travaillent aussi
dans les hôpitaux. Donc, par exemple, les secrétaires dans les hôpitaux, c'est pendant les heures de travail du bureau. Donc, la plupart de nos utilisateurs aujourd'hui sont en France. Donc, on gère ça pendant les heures de travail. Et vous imaginez typiquement moyen, long terme, avoir plus d'astreintes sur le sujet, ou vous pensez que vraiment, c'est pas du tout un sujet pour vous? Oui, bien sûr. C'est monitoré parce qu'on monitore bien le nombre d'envois. Donc, on voit quand notre application est utilisée et ça permet d'ajuster si besoin. Super. Merci beaucoup, Théa, pour cette réponse. On va peut-être prendre une dernière question de la part de Benjamin. Je pense qu'il voulait s'assurer, du coup, si vous faisiez, du coup, des MEP en continu. Non, on n'a pas de déploiement continu. Il me semble qu'on n'en a sur aucun projet de déploiement continu. Mais on a fait très régulièrement. Donc, c'est du déploiement continu manuel. C'est une sorte de déploiement continu. Voilà. Très bien. Merci énormément, du coup, Théa et Camille, pour cette présentation. C'était très intéressant de vous entendre parler, du coup, sur ce sujet assez passionnant, du coup, de la gestion des bugs. Je vous souhaite une bonne soirée. On va faire une petite pause avant le prochain talk. Donc, on se donne quelques minutes. On revient ici, du coup, à 55 pour le talk d'après. Merci à tous.